Bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier débat électoral qui sera consacré à la politique européenne. Et oui, même si l'attention est focalisée sur les enjeux fédéraux et régionaux, vous voterez aussi le 26 mai pour élire les députés européens. Il y en a 751 issus de 28 pays membres de l'Union et 21 d'entre eux seront belges. Les 6 têtes de liste francophones sont avec nous ce soir pour débattre des enjeux européens. Avant de leur donner la parole, un petit détour par notre caravane passive qui était aujourd'hui installée place Jourdan en plein cœur donc de ce quartier européen. C'est là que Michel Gaillard a pris le pouls du sentiment européen des Bruxellois. Je vous propose de l'écouter. À quelques pas des institutions européennes, beaucoup de citoyens bruxellois nous disent que oui, le 26 mai, ils voteront pour le Parlement européen et que cela leur semble important. Mais quand on gratte un petit peu les compétences réelles de l'Union européenne et l'impact du travail européen dans leur vie de tous les jours est beaucoup moins clair. Sont-ils perturbés par le fait qu'on vote à d'autres niveaux de pouvoir? Souvent, ils nous disent que l'Union européenne, ce sont avant tout des règlements, des affaires de technocrates, pas quelque chose pour les citoyens. Bien voilà, un thème de débat tout trouvé. Nous saluons aussi tous les téléspectateurs wallons qui nous regardent puisque ce débat est diffusé sur presque toutes les télévisions locales régionales. Alors c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Benoît Ludgen, bonsoir. Vous êtes tête de liste CDH à l'Europe et vous avez tiré le numéro 1. Alors une mesure, une seule que vous prendriez directement et très vite pour redorer le blason de l'Europe, ce serait quoi? C'est de donner la possibilité à chaque jeune de pouvoir avoir une expérience et connaître une expérience dans un autre État membre pour être confronté à une autre culture, à une autre langue. C'est le cas avec Erasmus, il y a 200 000 jeunes qui bénéficient d'Erasmus, mais il faut que chaque jeune en Europe puisse avoir cette possibilité d'avoir une expérience dans une ONG, dans une association, un stage professionnel, pour quelque part avoir aussi ce contact avec d'autres Européens pour défendre les valeurs aussi de l'Europe, la lutte contre la xénophobie, le racisme, bref, faire en sorte que la tolérance l'emporte et que la responsabilité, la fraternité, la solidarité l'emportent aussi. C'est une mesure, puisque vous m'en demandez une, il y en a bien d'autres que celle-là, mais qui me semble importante pour renforcer encore l'adhésion et renforcer le partage en Europe. Paul Magnette, votre mesure? La lutte contre la pauvreté. Il y a 80 millions de pauvres dans l'Union européenne. C'est 2 fois la population de l'Espagne, c'est 8 fois la population de la Belgique. Et ça s'est beaucoup aggravé encore ces 10 dernières années avec les politiques d'austérité qu'on a connues. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. L'Union européenne, elle a aussi eu des politiques sociales. Elle a aidé les agriculteurs, elle a aidé les mineurs, les sidérurgistes dans le passé. Et donc, elle peut très bien renouer avec une ambition sociale. Donc, nous, on plaide pour réorienter toutes les politiques budgétaires dans la lutte contre la pauvreté et en particulier la pauvreté des enfants, en investissant massivement dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, dans un accès à une alimentation de qualité pour tout le monde. On peut éradiquer la pauvreté en 15 ans et ce serait une très belle ambition pour l'Europe. Marc Botenga, bonsoir. Vous êtes tête de liste PTB et vous feriez quoi en priorité? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de projets qu'on peut porter, mais qu'il y a une condition, c'est rompre les traités d'austérité, notamment le TSCG, qui étrangle aujourd'hui les budgets. TSCG, pour que tout le monde comprenne. C'est le traité d'austérité imposé à partir de 2012-2014, qui étrangle aujourd'hui les budgets des États, donc qui empêche en fait tous les investissements sociaux dont nous avons besoin aujourd'hui en Europe, tous ces investissements dans l'économie aussi, des investissements publics dont nous avons besoin, rompons avec ça, libérons-nous, parce que je pense que les citoyens en ont marre de cette Europe, cette Commission européenne qui vient dire « Ah, ça vous pouvez pas faire, ah, ça vous pouvez pas faire », et libérons-nous de ces traités, investissons dans le social, dans l'écologique. Alors on aura sans doute l'occasion d'en parler plus tard dans le débat. Olivier Chastel, bonsoir. Vous êtes tête de liste MR, et vous, votre mesure prioritaire? En tout cas, le premier acte que je poserais, si j'étais élu au Parlement européen, c'est d'y siéger. Je crois que c'est important. Quand on est candidat quelque part, c'est d'y siéger. Et la première mesure que je prendrais, c'est de demander à mon groupe politique de siéger dans la commission du budget, parce que c'est là que tout se décide, parce qu'il faut avoir une ambition pour l'Europe pour demain, et une des ambitions que nous devons avoir, c'est de remettre l'accent sur l'innovation, la recherche et développement, la manière avec laquelle on forme nos jeunes aux nouvelles technologies pour développer l'emploi, le développement économique, comme l'Europe l'a fait par le passé, en instituant une analyse d'impact au niveau de la Commission européenne pour que toute nouvelle législation européenne prenne en considération et la création d'emplois et la lutte contre le réchauffement climatique. Il ne peut plus y avoir de mesure en Europe qui ne tient pas compte de ces deux éléments-là. Philippe Lamberts, tête de liste écolo.
Vous abondez dans le même sens? Ah, mais je me réjouis d'entendre ce langage dans la bouche d'Olivier Chastel. Mais votre mesure... Si vous voulez réconcilier l'Europe avec le citoyen, ou plutôt le citoyen avec l'idée d'intégration européenne, il faut faire en sorte que chaque législation, chaque euro dépensé ou prêté par l'Union européenne contribue à réduire notre empreinte écologique, réduire les inégalités, comme le disait Paul Magnette, et à améliorer la santé de nos concitoyens. Nos concitoyens, en fait, perçoivent... C'est pas vraiment une mesure, hein, ça. C'est un ensemble de mesures. C'est un ensemble de mesures. Oui, un ensemble de mesures, c'est bien ce qui me semblait. Oui, mais donc, en fait, ça se traduit concrètement par le fait que les analyses d'impact, qui sont le préalable à toute législation, choisissent ces critères-là plutôt que le critère de maximisation du profit, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on agit à la source de toute législation. Alors, Benoît Cassard, vous avez tiré le numéro 6, vous êtes donc le dernier à prendre la parole pour la première fois, vous êtes tête de liste défi. Alors vous, est-ce que vous arriverez à nous citer une mesure et une seule? Oui, je proposerais de casser la règle de l'unanimité qui bloque des processus importants au niveau européen. Et le fait de casser cette règle d'unanimité permettrait notamment de taxer les GAFA. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'indépendants et de petites entreprises, les grandes entreprises multinationales qui aujourd'hui ne payent qu'en moyenne 10% d'impôts, alors que les petits indépendants et les petites PME payent 25%. Il faut rétablir de la justice fiscale et redévelopper toute cette politique-là. Alors, Paul Magnette, la petite pique était pour vous, j'imagine. Y siéger, disait Olivier Chastel. Vous avez annoncé que vous n'aviez a priori pas l'intention de siéger. Oui, je n'en ai pas fait mystère. Certains se battent pour un poste, c'est le cas de M. Chastel. Moi, je me bats pour une ambition pour des idées. Je me bats pour des idées, ça, pour des valeurs. Ça, c'est trop facile. Si c'est la seule défense que vous avez, c'est un peu facile. Je l'ai fait en toute transparence. Je viens soutenir mes collègues sur la liste, défendre une certaine idée de l'Europe, parce que je pense qu'il faut rompre avec l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Oui, et quand j'entends que M. Chastel veut aller en commission du budget, je suis très inquiet, parce que si c'est M. Chastel qui va en commission du budget et qu'on a les mêmes résultats qu'avec le gouvernement fédéral aujourd'hui au budget, c'est-à-dire 7 milliards de déficit. Oui, c'est pas un débat fédéral, on reste sur le débat européen. Benoît Ludgen. Comment peut-on dire cela? À partir du moment où, M. Magnette, on veut réenchanter l'Europe, s'investir au niveau européen, parler de bonne gouvernance, comme vous en avez parlé à de nombreuses reprises. Vous êtes mal placé pour parler de bonne gouvernance, monsieur Vous voulez qu'on parle de M. Fournier, de Neuchâteau, des procurations? Ne venez pas avec cela. Non, on va parler de vous. Je vous entends parler de bonne gouvernance. C'est vous, M. Magnette, qui est en face de moi. Vous êtes en face de moi, vous allez devoir répondre. Oui, mais j'ai répondu. À partir du moment où vous dites, écoutez, moi, je parle d'Europe, je veux lutter contre la pauvreté, je veux faire plein de choses, mais j'irai même pas à Strasbourg, j'irai même pas défendre mes idées. Je laisserai ça à d'autres. Quoi? C'est un mépris absolu pour l'Europe, un mépris pour l'ensemble des Belges. Il y a 8 francophones qui vont devoir défendre la réalité d'une vision européenne, d'une part, mais aussi les intérêts des francophones, des Wallons, des Bruxellois. Le fait de dire j'y siégerai pas, moi j'irai même pas. Alors en plus il ne peut pas, puisque légalement on ne peut pas être bourgmestre d'une ville de plus de 50 000 habitants. C'est pour ça que je n'y siégerai pas, monsieur Ludgen. Mais alors il fallait laisser au moins la place à d'autres. Il ne faut pas tromper les électeurs en la matière. Quand je vous entends parler de bonne gouvernance, franchement, ça me fait vraiment sourire. Votre part, alors ça me fait beaucoup rire. Non, vous voulez qu'on parle de l'ISPPC? Je pense que vous ferez bien d'en parler à monsieur Fourny, ça vous avez de la Carola ou vous avez de l'ISPPC de Charleroi. On va pas rentrer là-dedans. C'est vous qui devez répondre. C'est pas monsieur Fourny, c'est pas vos amis de Charleroi. Si vous me laissez parler, je vous réponds, monsieur Ludgen. Je suis effectivement partisan du décumul et donc j'ai pris cette position et je l'ai fait en toute clarté dès le début. Ah mais vous poussez le décumul jusqu'à ne pas siéger, ça c'est formidable. Oui, bah, forcément, ça, on vous a expliqué. Donc ce que vous faites vous, c'est cumuler puisque vous allez rester bourgmestre et député. Votre temps de parole est chronométré et donc si vous voulez encore pouvoir vous exprimer, c'est peut-être intéressant qu'on parle aussi du fond. Alors les citoyens ont aussi envie qu'on parle de l'Europe. Voilà. On aura bien compris, chacun se fera son jugement. Maintenant, nous allons entamer, si vous le voulez bien, le premier débat thématique et il est consacré à la politique migratoire. C'est un des thèmes qui continue à diviser les pays européens. C'est le cas aussi de la population. Nos confrères de RTC Télé-Liège s'en sont rendus compte en allant justement à la rencontre des habitants. C'est quelque chose de très préoccupant, en tout cas qui me touche beaucoup et auquel on devrait faire plus de choses pour que ça se passe beaucoup mieux. Ça ne me pose aucun problème, que les gens viennent d'Inde, je sais pas moi, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Alors, l'inverse est possible aussi. Hein. À la guerre de 40, nous avons évacué, nous on était très bien reçus dans les pays étrangers. Je trouve qu'on pourrait mieux faire pour intégrer les gens. Si s'intégrer, d'accord. Mais ils ne s'intègrent pas. Maintenant, c'est de la bourrue. Et nous, on récolte maintenant pratiquement plus rien. Pour moi, il faut la réguler. Pour moi, les gens sont les bienvenus s'il y a de la place pour eux.
Alors, en termes de politique migratoire, on va poser la question à Benoît Cassard, qui est en retard au niveau du temps de parole. Qu'est-ce qu'on fait prioritairement par rapport à l'arrivée de ces migrants? Benoît Cassard. D'accord. Une petite réflexion tout d'abord par rapport au jeu qui a eu lieu il y a quelques minutes. Moi, je propose que le Parlement européen redevienne un siège où il y ait des citoyens représentatifs, expérimentés, des différentes professions. Parce que s'il y a aujourd'hui un décalage entre l'Europe et les citoyens, c'est parce que trop souvent, le Parlement européen devient un endroit où les gens qui ont fini leur carrière politique arrivent en fin de carrière et les gens ne se sentent plus concernés. Il y a beaucoup de professions qui n'ont jamais l'occasion d'être représentées au Parlement européen. Or, dans les mesures prises par l'Europe, il y a des mesures qui touchent tous les jours des professionnels de manière très concrète. Pour vous ramener sur le thème, à la migration, par rapport à ça, je vais vous citer un chiffre. Le quotidien Le Soir a publié un sondage aujourd'hui réalisé dans plusieurs pays européens. Et la gestion européenne est considérée, en termes de migration, est considérée comme mauvaise par 56% des répondants. Que faut-il changer, Monsieur Cassard? Mais la première chose, c'est de remettre les droits fondamentaux à leur place. Il y a des gens qui ont quitté leur pays parce qu'il y a la guerre chez eux, parce qu'ils sont rejetés, des minorités qui sont vraiment bafouées. Ces gens-là, on doit les accueillir de manière irrévocable et digne. Ça, c'est quelque chose de super important. La deuxième chose, c'est qu'il faut une répartition solidaire entre les pays. On ne peut pas laisser tous ces problèmes-là aux pays qui sont en première ligne. On doit répartir entre les pays de manière solidaire et équitable. La troisième chose, c'est qu'il faut instaurer une réglementation pour créer une filière d'immigration économique qui soit organisée. Cette filière d'immigration économique va attirer les gens et de cette manière-là, on pourra gérer les choses. Quand ils arrivent par des filières illégales et mafieuses, on ne sait pas où ils sont dans la nature. Quand ils arrivent via une filière organisée, on peut mieux maîtriser les choses. Et ensuite, il faut, pour arriver à cela, sanctionner les pays qui ne jouent pas le jeu. Un pays qui bénéficie des aides européennes, qui a pu se développer grâce aux aides européennes. Vous pensez à quel pays particulièrement? La Hongrie aujourd'hui, c'est clair. Et qui bénéficie des aides européennes et qui, en contrepartie, n'assume pas ses missions sociales par rapport à ce problème-là, c'est scandaleux et cela doit cesser. Alors, on parle aussi de révision dans plusieurs de vos programmes, de révision du processus de Dublin. C'est cette obligation de faire sa demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel on arrive. On le change dans quel sens, Monsieur Chastel? Dans le sens évoqué à la fois par la Commission et par le Parlement européen, c'est-à-dire de ne plus faire reposer la charge migratoire sur quelques pays européens en bordure de Méditerranée et de la répartir équitablement. Je pense que c'est la première chose à faire. Une harmonisation de l'asile, une révision de Dublin, mais aussi, à mon avis, faire tout pour supprimer l'immigration illégale. On sait trop que tous ceux qui tentent leur chance à travers la Méditerranée sont aux mains de passeurs, de mafieux, c'est la traite des êtres humains. Des milliers tous les ans meurent en Méditerranée et donc nous devons faire deux choses. Nous devons sécuriser les frontières de l'Europe parce que c'est la seule condition pour garantir la libre circulation de l'espace Schengen. Moi, je veux absolument que l'Union européenne concrétise ce projet-là. Deuxièmement, nous devons réfléchir à une aide dans la région, à une protection de tous ceux qui fuient légitimement leur pays, à les protéger dans la région, près de chez eux. Parce qu'un jour, le climat de leur pays, le climat politique de leur pays changera probablement, ils pourront rentrer chez eux. Et donc, sous l'égide des Nations Unies, il faut pouvoir accueillir, protéger, et il existe des voies légales pour que ceux qui en ont le plus besoin prennent alors une voie légale pour venir en Europe sur base d'une réglementation de l'asile révisée au niveau européen. Ouais, je vous ai vu faire non de la tête, Monsieur Botenga. Pas d'accord avec ce que dit le MR? Le climat politique va changer, je pense, d'abord pour ceux qui doivent fuir, donc les personnes qui ne peuvent plus vivre dans leur pays. Nous avons un devoir de les accueillir tant qu'on peut. Effectivement, ça doit se faire pas avec... Et donc l'aide dans la région, plutôt, c'est plutôt l'aide dans la région, votre... moi je pense, et on le dit toujours avec le PTB, c'est que la première aide, c'est de ne pas détruire ces pays. Donc la première aide, c'est de ne pas faire la guerre en Libye, comme tous les partis traditionnels ont été faits. Ça, c'est quand même la première aide. Et la deuxième, c'est quoi? Vous savez, l'Afrique, combien elle perd aujourd'hui en évasion fiscale par les multinationales qui pillent les ressources de l'Afrique? C'est jusqu'à 192 milliards par an. Vous vous rendez compte? Alors après, on va dire, oui, mais on va fermer nos frontières, les gens peuvent crever chez eux. Mais non, arrêtons, prenons-nous-en aux causes.
Et ensuite, effectivement, au niveau européen, un plan de redistribution équitable, non pas pour punir les États, mais pour encourager les États avec des aides. Alors Philippe Lamberts, on parle de meilleure répartition des migrants. Que fait-on face à un pays qui refuse d'en accueillir? Alors c'est clair qu'on ne peut pas avoir en Europe le beurre et l'argent du beurre. Et donc autrement dit, l'Union européenne est une démocratie transnationale. Si à la majorité, on devait décider de remplacer la règle de Dublin par un plan de répartition permanent, les États doivent jouer le jeu. Même si ça n'a été décidé qu'à la majorité et pas à l'unanimité, c'est très clair que tout le monde doit jouer le jeu. Alors c'est clair qu'il faut des incitants positifs, autrement dit, des aides budgétaires européennes aux États qui accueillent, c'est évident, mais il faut aussi des sanctions budgétaires à l'égard des États qui ne participent pas. Je trouvais intéressant que les citoyens trouvent que la politique européenne ne fonctionne pas bien là-dessus. Ils devraient savoir qu'en fait, la politique d'asile et d'immigration est d'abord une politique nationale et que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la somme des égoïsmes nationaux. Et vous savez, quand il s'agit de réformer Dublin, au Parlement européen, le groupe de M. Botenga, le groupe où siégera M. Ludgen, le groupe où siégera, pas M. Magnette, le groupe où je siège, le groupe où siégera M. Chastel, nos 5 groupes politiques ont voté cette réforme, ont voté l'abandon de la règle de Dublin au profit d'un plan de répartition. Mais ceux qui bloquent aujourd'hui, ce sont les États membres, ce sont les gouvernements des 28 États membres qui en fait sont assez unis sur une politique d'Europe forteresse. Et au lieu d'aider à l'avènement, par exemple, de régimes démocratiques, je pense au Soudan, eh bien, nous avons contribué avec de l'argent européen à payer la dictature soudanaise pour qu'elle verrouille les frontières. Ça, c'est la réalité de la politique européenne aujourd'hui. Et c'est de cela que nous voulons sortir. Je me réjouis qu'il existe une majorité au Parlement européen. Je pense qu'elle restera Et donc majoritaire. Vous soulignez une relative impuissance des députés européens dans ce cadre-là face aux États membres. C'est-à-dire que lorsque les États membres décident de ne pas décider, c'est en fait leur position aujourd'hui, mais clairement la législation est bloquée. Le Parlement européen fait sa part, nous sommes codécideurs là-dessus, mais les deux organes, le Conseil et le Parlement, doivent décider. Et c'est vrai que nous préférons venir avec une position plutôt que de faire comme les chefs d'État et de gouvernement qui décident en plus de ça, ce qui est quand même aberrant, de décider à l'unanimité, alors que la loi européenne leur dit vous décidez à la majorité. Ouais. Donc tous ces chefs d'État et de gouvernement se sont donnés à chacun, les uns les autres, un droit de veto sur la décision. Alors on parle de critères de répartition, Paul Magnette. En fonction de quoi répartit-on ces migrants? D'abord, il faut permettre à ceux qui sont reconnus, s'ils ont un lien avec un pays donné, de pouvoir choisir leur pays, s'ils y ont déjà de la famille ou s'ils peuvent y trouver du travail, parce que c'est évidemment beaucoup plus facile de s'intégrer dans un pays où on a déjà des liens, ou dont on connaît la langue, où on peut trouver un travail. Et pour ceux qui n'ont pas de préférence, c'est dans le fameux rapport qu'évoquait Philippe Lamberts, on tient compte à la fois de la prospérité des pays, de leur taille, de leur population, de leur densité de population, pour éviter du nombre de personnes qu'ils ont déjà accueillies, et on les aide financièrement aussi. Ça, c'est très important. On a vu, on voit les images derrière vous, on a vu la situation en Belgique, où l'inaction du gouvernement organisé, du gouvernement MRNVA, a conduit finalement à ce que ce soit les citoyens qui doivent pallier l'inaction du gouvernement. Il faut demain qu'il y ait des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu, comme le disait M. Cassard, et il faut par ailleurs qu'il y ait un soutien pour les pays qui accueillent des réfugiés reconnus pour leur permettre de trouver leur place dans la société. Alors sanctions, on parle de la Hongrie par exemple, Benoît Ludgen, quel type de sanctions et de quel ordre? Alors, les sanctions, elles doivent être financières, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, la Hongrie bénéficie quelque part de l'aide de l'Union européenne dans des investissements, dans des fonds de reconversion, etc. Il faut couper le robinet à partir du moment où la solidarité n'intervient pas en Hongrie. Ça, c'est une première chose. Je voulais quand même dire autre chose. Nos grands-parents ont été des réfugiés, ou arrière-grands-parents. Nos enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants seront peut-être des réfugiés climatiques ou autres. On a donc un devoir d'humanité certainement, de responsabilité certainement aussi, et on doit faire en sorte que la fraternité au niveau de l'Europe puisse agir. Alors ça, ce sont des mots, mais ça se traduit comment? Ça se traduit par notamment à la fois des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le rôle et des incitants, des moyens qui ont été dégagés pour partie, puisque le Fonds social européen aide les communes, notamment dans l'accueil des personnes réfugiées. Il y a l'urgence absolue pour ceux qui sont en danger de vie ou de mort, les réfugiés de guerre, et par ailleurs, on doit pouvoir aussi, dans les pays concernés, faire en sorte que, dans des politiques diplomatiques, des politiques aussi de défense, faire en sorte que tout simplement la paix puisse revenir et que ces personnes puissent retourner quelque part, le moment venu,
dans leur contrée pour pouvoir quelque part participer à la prospérité de leur pays. Non, mais je veux dire que la paix puisse revenir, je veux bien, mais alors ne faisons pas la guerre d'abord. Je veux dire, vous votez la guerre et après vous dites on désire que la paix revienne. Franchement, monsieur la dictature de Kadhafi. On ne soutient aucune dictature, mais ça c'est assez facile. C'est pas un match de foot la politique internationale, monsieur Magnet. C'est pas soit Kadhafi, soit les bombes occidentales. Un peu de nuance dans le débat. Ça a été à l'époque un long débat. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on décide une intervention militaire. Mais quand il y a des victimes, vous vous êtes opposé, c'est la guerre en Irak, j'ai manifesté au moins autant que vous, bien sûr. 15 ans. On n'a pas voté d'autres, monsieur Botenga. Ne dites pas n'importe quoi. Libye, Afghanistan, vous y allez. Mais si vous préférez soutenir Kadhafi et la dictature, c'est votre droit. C'est pas un match de foot. Le match de foot, on regarde après. Monsieur Ludwig. Monsieur Botenga, nous avons mené la lutte contre le terrorisme. Avec un grand succès. Oui, ben bon, vous êtes contre, puisque je sais que vous vouliez même supprimer les lois antiterroristes en Belgique. Hein. C'était dans votre programme. Donc comme ça, tous les auditeurs et les téléspectateurs... C'est juste faux. C'était la page française de votre programme la fois dernière. C'est absolument faux. C'est la réalité. Suppression des lois antiterroristes. La démagogie. Je le mettrai sur Internet, on ira voir votre programme. Voilà, et nous, on fera du fact-checking pour vérifier ça. Donc moi, je vais quand même faire le bilan de votre intervention en Afghanistan. Au moment de l'intervention en Afghanistan, il y avait exactement... Non, il y avait exactement... Je ne suis pas agressif, vous savez. Non, il faut vous parler fort. Non, mais je veux dire, si vous mentez, monsieur Ludgen, franchement, c'est énervant. Et justement, les citoyens en ont marre de ces mensonges à répétition. Oui, mais vous ne connaissez pas votre programme. Ben si, on ne veut pas abolir, on veut remplacer, ça c'est très clair. Mais moi, je veux faire un point. Quand on a commencé la guerre en Afghanistan, il y avait un foyer mondial de terrorisme international, c'était l'Afghanistan. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine. Alors ça, c'est le bilan de la politique des guerres que vous soutenez, monsieur Ludgen. Vous laissez faire ça? Vous mélangez. Vous laissez faire ça? Excusez-moi, mais vous laissez le djihadisme. On voit la Grande Alliance. Hein. Ils font un peu le jeu au début. Et là, il y a la Grande Alliance CDH. Vous avez bien vu l'Alliance. Ça, c'est sur la question de poste. Sur ça, vous disputez, mais sur des questions de fond, monsieur P. Monsieur Botenga, ne soyez pas si agressif. On discute paisiblement. Oui, vous êtes très agressif. Parce que tout le monde ici le constate. Vous savez bien. Vous faites comme si la politique internationale, c'était partout pareil. Nous, quand on a pris des décisions en matière de politique internationale, on les a prises au cas par cas, en fonction des urgences humanitaires, en fonction des populations civiles qui étaient menacées, et pas pour le plaisir de faire la guerre. Voilà. Alors on va arrêter là, si vous le voulez bien, parce qu'on a encore deux autres thèmes à aborder. On va parler de l'Europe sociale, de l'Europe fiscale. L'Europe sociale, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Nos confrères de Télémons-Borinage ont posé la question aux citoyens. Écoutez la réponse. L'Europe sociale, écoutez, n'existe pas encore actuellement. Hein. L'Europe sociale, pas du tout, non. C'est la première fois que j'entends ça. L'Europe sociale, c'est éviter le dumping social en général dans toute l'Europe. L'Europe nous fait bien des mauvaises choses, l'Europe. Je crois qu'il faut d'abord régler aussi le problème des travailleurs qui viennent de différents pays et qui n'ont pas le même système social. Si on s'harmonise sur les meilleures conditions de travail, là c'est bien pour tout le monde. Comment allez-vous faire pour éviter le dumping social et comment allez-vous faire pour essayer de faire une protection sociale pour tous? Olivier Chastel, la question vous est posée au niveau dumping social. Il y a déjà eu des avancées pendant cette législature. Que faut-il faire en plus? C'est vrai, vous avez raison. Il faut saluer le travail du Parlement européen tout au long de cette législature et la révision de la directive détachement qui a amélioré les choses. Alors, ça ne se sent pas concrètement. Pourquoi? Parce que chaque pays membre doit maintenant le transposer d'ici 2020. Transposer, et donc ça veut dire contrôler la manière avec laquelle chaque État membre va transposer ces nouvelles réglementations sur la durée du détachement, les conditions du détachement, le fait qu'à travail égal, salaire égal, les conditions de travail doivent être les mêmes pour l'ensemble des travailleurs. Il reste une chose à régler, c'est les cotisations sociales. On n'a pas pu le régler sous cette législature. On n'a pas su le régler sous cette législature parce que dans le domaine, tous les groupes politiques du Parlement européen sont confrontés à la frilosité, et on peut le comprendre, de toute une série de pays à l'Est qui ne veulent pas progresser dans le domaine. Et donc, c'est pas à pas que nous avançons vers des solutions en matière de dumping social. Je pense qu'on peut tirer son chapeau sur l'action du Parlement. La même chose pour la Commission, quand on voit le travail effectué par Marianne Thyssen sur le socle des priorités sociales, que ce soit l'accès au travail, les conditions de travail, ou même l'insertion sociale et professionnelle. Elle a mis sur la table 20 priorités à transcrire dans des règlements, dans des directives, et par chaque État membre, parce que c'est trop facile de dire autour d'une table et d'un plateau de télévision « l'Europe n'est pas assez sociale ». Mais pourquoi n'est-elle pas sociale? Simplement parce que depuis 20 ans,
Il n'y a pas de gouvernement en Europe qui a voulu se départir de ses compétences sociales. Regardez le sondage du soir de ce matin. Les sondés l'ont bien compris. L'Europe n'est pas assez sociale. La majorité des compétences sociales doivent rester au niveau national. C'est bien la preuve qu'au niveau national, on reste très frileux à confier à l'Europe cette harmonisation sociale. Et ça doit changer. Philippe Lambert, pouvoir réagir là. Je n'ai pas la même lecture de ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, une idéologie est encore majoritaire, bien sûr dans les États membres, mais aussi dans les institutions européennes, le Parlement, la Commission, qui dit essentiellement qu'il faut déréguler le marché du travail, qu'il faut réduire le rôle de l'État et des services publics, qu'il faut mettre les systèmes fiscaux et sociaux en compétition les uns avec les autres parce que c'est génial la compétition, qu'il faut réduire le train de vie de l'État comme si c'était le train de vie de l'État alors qu'il s'agit de services essentiels à la population. Passer des accords de libre-échange qui mettent encore plus sous pression nos États avec la menace d'être poursuivis devant ces tribunaux d'arbitrage par des multinationales. Toute la logique, l'idéologie dominante, c'est quand même le marché c'est mieux, l'État c'est moins bien. Et vous vous étonnez qu'à l'arrivée, les inégalités augmentent, que la précarisation, y compris des gens qui travaillent, augmente. Non, pas du tout. Et donc, c'est pas que... alors on fait quoi pour être très concret? Clairement, il faut faire ce que Didier Reynders a un jour dit. Il faut faire basculer le centre de gravité politique de l'Union européenne. Pas dans le sens que, autrefois, Didier Reynders souhaitait, mais clairement vers des gens qui mettent aujourd'hui la transition écologique et solidaire au cœur de leur action politique. Autrement dit, en fait, c'est très simple. C'est remettre la dignité humaine avant le profit. Aujourd'hui, on continue à dire enrichissez les riches, renforcez le pouvoir des multinationales, ça profitera à tout le monde. C'est les premiers de cordée et c'est nos grands champions. C'est faux, évidemment. Et c'est la théorie du ruissellement qui est un bullshit sans nom. Et donc, désolé, il faut remettre l'humain au cœur des politiques. Et de nouveau, c'est ce que je disais au début. On remet la question de la réduction des inégalités, de notre empreinte écologique, l'amélioration de la santé publique au cœur des politiques. Oui. Et le profit, on peut en faire, mais moyennant le respect de ses objectifs. Alors Benoît Cassard, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Philippe Lambert sur cette idée que l'Union européenne instruit une dérégulation de plus en plus importante et pour votre cas, quelles sont les mesures à prendre? Mais tout d'abord, je pense qu'il faut souligner les aspects positifs. Je crois qu'on doit devenir un peu positif. Aujourd'hui, on vit à l'époque des grandes peurs. On nous annonce la fin du monde, on nous annonce les cataclysmes sociaux, etc. Moi, je dis, il y a quand même des choses positives qui ont été faites. Et si vous voulez avoir la preuve que l'Europe a eu un impact très positif sur le revenu de beaucoup de personnes, il suffit d'aller voir ce qui se passe en Pologne, au Portugal, en Irlande. Bien sûr, nous, on était dans le haut du panier. Et aujourd'hui, il y a des choses à améliorer, bien sûr. Mais il faut aussi, par exemple, signaler qu'en 2008, si nous n'avions pas eu l'euro, avec son rôle stabilisateur et la rigueur budgétaire... Et ça, je vous ai bien compris sur le constat. Pour mieux lutter contre le dumping social, que mettons en place à l'avenir? Pour mieux lutter, il faut achever l'euro. Achever l'euro, ça veut dire accompagner cette politique monétaire d'une politique budgétaire et économique qui donne à l'Europe des moyens pour investir plus dans le social. Alors, par exemple, au niveau de défi, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une partie des impôts des sociétés qui puissent être prélevés directement par l'Union européenne pour avancer dans ce sens-là, qu'il y ait par exemple une taxe CO2 qui permette de financer ce même fonds. Il faut y avoir aussi une harmonisation fiscale et sociale. Par exemple, en ce qui concerne la réglementation des travailleurs détachés, la limiter dans le temps et faire payer les cotisations sociales dans les conditions du pays le plus généreux pour améliorer au mieux le niveau social, le niveau européen. Et on doit aussi mettre en place plus de coopération entre les États membres pour lutter contre la fraude sociale. Ce sont toutes des choses qui vont pousser le social vers le haut et qui pourront être mises en place à l'avenir. Alors il y a une proposition qu'on trouve à la fois dans votre programme et dans le vôtre, Paul Magnette, c'est instaurer un salaire minimum dans chaque pays européen équivalent à 60% du salaire médian. Est-ce que c'est possible, ça, dans l'état actuel des choses? C'est possible, c'est nécessaire, parce que certains pays n'ont pas de salaire minimum. Mais je voudrais revenir quand même sur le dumping social, parce que je pense que c'est encore plus urgent. Ce sont des milliers d'emplois qui sont en train d'être détruits dans notre pays
aussi dans le secteur de la construction, on le voit sur les chantiers, dans le secteur du transport. Et donc les avancées soulignées par Olivier Chastel, les avancées, elles ne touchent pas à l'essentiel. Et donc le problème, il est entièrement là. Il faut tout simplement obliger les patrons à payer non seulement le même salaire, mais la même cotisation sociale qu'un travailleur qui est résident ici. Tant que ça n'est pas le cas, un travailleur qui vient de l'Est coûtera 30% moins cher qu'un travailleur qui est résident ici. Et ça détruit non seulement des emplois chez nous, mais ça détruit aussi des emplois chez eux. Parce que ça veut dire que toute cette jeunesse qui quitte ces pays, et ces 20 millions de jeunes roumains, bulgares notamment, qui ont quitté leur pays, ils ne peuvent pas redresser leur pays, les salaires restent bas. Et c'est organisé, je rejoins là aussi ce que disait Philippe Lamberts tout à l'heure, c'est ce que les multinationales veulent. Elles veulent organiser cette concurrence entre les travailleurs sont perdants partout pour augmenter leurs gains. Il faut faire l'inverse, obliger, et il faut prendre des sanctions purement et simplement et dire aux pays qui sont récalcitrants, eh bien vous n'aurez plus accès aux subsides européens, parce qu'on ne peut pas entretenir cette concurrence interne dans laquelle tous les travailleurs sont perdants. Et donc sur les cotisations, je vous ai vu opiner. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure, je l'ai dit moi-même. Et donc ça n'a pas été possible, pourquoi ça le serait dans l'avenir? Mais parce qu'il faut qu'on puisse évoluer, et avec l'élévation du niveau de vie dans les derniers arrivés du dernier élargissement européen, on finira par y arriver. On y est arrivé à d'autres moments de l'histoire de l'Europe. Alors, sans doute, le moment est important. La législature prochaine, on doit remettre ça sur le métier. Ouais. Je vous ai vu d'accord avec Paul Magnette. C'est pour la première fois depuis le début du débat. Mais non, mais quand le PS reprend des points de notre programme, on est toujours d'accord. Monsieur Bottinger, on défend ça dans le dernier débat. Non, mais je trouve qu'il y a une question. Mais je vais vous prendre au mot parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Si vous êtes sérieux, c'est quelque chose d'important. Vous savez qu'aujourd'hui, la question des cotisations sociales est réglée par un règlement européen, le 883, qui dit que ça doit être donc payé dans le pays d'origine. Ça veut dire, nous, on est pour que la Belgique impose aux employeurs et aux entreprises qui viennent en Belgique dans le cadre de la libre circulation des services, de leur imposer les mêmes cotisations sociales que les Belges. Donc ça serait clair. Mais moi, effectivement, mais moi je me demande... apparemment, il y a un relatif consensus sur cette mesure. On verra ce qu'en pense M. Budgen. Si vous vous rendez compte que ça veut dire la désobéissance par rapport à l'Union européenne. Et c'est là que ça m'intéresse, parce que c'est fondamental, c'est est-ce qu'on va aller contre ce règlement? Est-ce qu'on va désobéir à l'Union européenne, M. Magnette? Ça me semble une première question. Une deuxième question, c'est la loi du dumping social que nous avons en Belgique, qui est la loi de 96, qui est celle de la norme salariale qui limite nos salaires en fonction de la compétitivité des pays voisins. Et donc là, c'est deux ruptures que nous demandons. Parce que dire « je suis pour », mais ne pas assumer la rupture que ça implique, ça en a peu peur, mais ça c'est fondamental parce qu'on... Et puis Benoît Ludgen qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Vraiment aucun souci à la désobéissance, je l'ai fait. On a présenté quand j'étais ministre-président tous les ans des budgets qui étaient en déficit malgré les protestations de la Commission européenne. Je me suis opposé, je suis quand même le seul ici autour de la table à m'être opposé à un traité commercial européen pendant des semaines. En tout cas, non, ça c'est extrêmement fait. Nous aussi. Non, ça franchement, les syndicats. Non, franchement, Monsieur Bottinger, CDH était avec vous. Franchement, vous avez du mal à laisser les autres parler, je constate. C'est difficile. Vous êtes le seul. Oui, mais vous parlez. Terminez parce que vous utilisez votre temps de parole, Paul Magnette. Allez-y. Oui. Alors. Vous n'avez pas encore parlé sur le sujet, vous avez été très sage jusqu'ici. Je suis d'accord avec moi, c'est plutôt vrai. Mais bon, voilà, il y a deux aspects. Il y a d'une part le dumping social dont on vient de parler à l'intérieur de l'Union européenne entre les travailleurs. Certes, il y a eu une avancée à travail égal, salaire égal, mais il manque les cotisations. Donc ce sera un vrai combat, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le deuxième élément, dont on n'a pas encore parlé, c'est le dumping social qui vient de l'extérieur des frontières de l'Europe. Les produits qui arrivent sur le marché européen, qui ne connaissent pas les mêmes normes sociales, les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes environnementales. Et là, très clairement, ma formation politique le CEDH, et je pense que nous pourrons être rejoints à la matière, mais on en fait une priorité absolue. Il faut soit interdire, soit taxer ces produits. Pourquoi? Comment voulez-vous que le consommateur puisse comprendre, ou le producteur, que lorsqu'il est dans un supermarché, une épicerie, il a un produit qui est sain sur le plan environnemental, qui a des normes, et je les défends, ces normes-là, sanitaires, environnementales, défendent la biodiversité, défendent les droits humains, et en même temps un autre produit qui ne connaît rien de tout cela et qui est beaucoup moins cher. C'est insupportable
au niveau de la santé tout court, la santé économique, et ça c'est du dumping social. L'Europe doit se faire respecter et protéger ses citoyens. Alors je voudrais encore faire un tour de table sur ce fameux pacte de stabilité et de croissance qui limite donc le déficit public à 3% du produit intérieur brut. Est-ce qu'il faut balayer ce pacte de stabilité, Monsieur Chastel ? Alors moi, je ne veux pas le balayer, je veux l'amender. Je veux l'amender parce qu'il a son intérêt. Et je pense qu'on ne peut pas faire reposer sur les générations futures les dysfonctionnements budgétaires et fiscaux que nous aurions aujourd'hui. Et donc, il est important de faire attention à la manière avec laquelle on dépense ce qu'on a comme possibilité. À cela, moi, j'apporterai le bémol suivant. Je pense que pour les investissements productifs, et ceux en lien, donc les investissements productifs qui créent de l'emploi, et ceux en lien avec le défi climatique, nous devons pouvoir déroger aux règles en la matière par rapport aux investissements. Et ça doit être hors cadre de l'épure budgétaire. Monsieur Cassard, vous partagez cet avis aussi ? Je partage tout à fait cet avis-là. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il est tout à fait regrettable que l'Europe vive à 2 vitesses et que les normes d'austérité, ce qu'on appelle normes d'austérité, mais j'appellerais ça plutôt des normes de rigueur budgétaire, pénalisent fortement les économies du Sud, qui sont tout à fait différentes des économies du Nord. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai qu'il faut trouver de nouveau une position nuancée par rapport à tout ça. Parce qu'il est tout à fait clair, comme je le disais déjà tout à l'heure, que des dérapages budgétaires non maîtrisés, c'est l'effondrement non seulement de notre économie, mais aussi de tout notre système social. Et quand M. Botenga revient toujours à la charge qu'il faut tout casser au niveau des traités européens et tout ça, c'est du suicide collectif de faire ça. Il faut vraiment trouver des équilibres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut accepter une certaine tolérance par rapport, parce que l'Europe est quand même riche, il y a des moyens financiers derrière pour investir dans des technologies d'avenir pour affronter le réchauffement climatique, mais il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi et laisser s'effondrer notre système social. Suicide, vous dites dans votre programme, nous nous dégageons de toutes les règles budgétaires. Ça veut dire quoi? Qu'on abandonne tous ces pactes et qu'on repart d'une page blanche? Le traité d'austérité dont on parle, donc c'est pas que le pacte de stabilité d'ailleurs, donc c'est dans le traité de Lisbonne, il y a des règles, et dans le TSCG dont on parlait, qui est le traité d'austérité. Donc c'est le traité, disons, symbole de 2012-2014. Non, mais je trouve que c'est important parce que quand on prend au sérieux la transition écologique. Mais donc quand on parle de suicide, si on laisse filer tous les déficits budgétaires, vous dites quoi? Mais le suicide, d'abord, ne pas investir, c'est créer une dette aussi. Parce que si on n'investit pas aujourd'hui dans les infrastructures, il faudra les réparer demain et ça sera plus cher aussi. Donc ça c'est une première chose. Donc se dire suicide collectif. Mais surtout, j'aimerais voir, on a aujourd'hui une urgence sociale et écologique en Europe, et dire on va respecter ces traités, c'est finalement pousser l'Europe dans le gouffre. Parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a des pays entiers qui sont en train de se vider à l'Est. Et il y a des gens, il y a 113 millions de personnes en situation soit de pauvreté, soit d'exclusion sociale. Et donc on peut faire semblant que ça n'a aucune importance, M. Cassard, mais pour nous c'est plus important qu'une règle qui dit « Ah non, vous ne pouvez pas investir ». C'est démagogique de dire qu'on fait semblant que ça n'a aucune importance. Évidemment que ça a de l'importance. Mais toujours est-il que vous êtes contre l'Europe, vous êtes contre la construction même de l'Europe, vous êtes contre les fondements de l'Europe. Et moi, je ne peux pas accepter que des gens qui soient contre l'Europe comme vous veulent exercer des responsabilités au niveau européen. Laissez travailler ensemble ceux qui ont envie de travailler ensemble. Si c'est pour détruire, pour vivre mieux, pas pour vivre pire, Monsieur Cassard. Vivre mieux quand on a des idées où on veut tout casser, où on veut détruire les bases même, les valeurs même de l'Europe qui sont basées sur la liberté, qui sont basées... La concurrence, c'est les valeurs de l'Europe. La liberté, la concurrence et l'austérité. Monsieur Botenga, laissez terminer Monsieur Cassard, la solidarité, parce que vous allez exploser votre temps de parole. Le respect, c'est la valeur de l'Europe. Toutes des choses qui sont contraires à votre philosophie. Benoît Ludgen. On doit distinguer deux choses. D'une part, les dépenses de fonctionnement et les investissements. Parce que des investissements permettent de réduire la facture. On va prendre des exemples très concrets pour l'illustrer. Investir massivement pour le défi climatique dans le logement, l'isolation,
ça permet de réduire la facture aussi, par exemple. C'est ce qu'on retrouve dans plusieurs programmes. Ouais, mais donc on est tous d'accord là-dessus. Il faut pouvoir les sortir. C'est déjà le cas pour le moment en partie. Tous les fonds européens, on peut sortir ça aussi de la balise. On doit aller plus loin. Pourquoi ? Parce que la dynamique des investissements, elle permet de créer de l'activité, de créer de l'emploi. Mais par contre, on doit être très strict, je préfère le dire, et responsable sur les dépenses de fonctionnement. Pourquoi ? On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors on est proche des élections, donc on va dire, ouais, ok, on peut claquer l'argent comme ça dans tous les sens sur le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est réduire la dépense. Des dépenses qui sont des dépenses non obligatoires au niveau du fonctionnement de l'État, faire en sorte que, tout simplement, on puisse donner le meilleur en matière d'investissement pour répondre en matière d'emploi, répondre en matière d'activité, répondre aux défis climatiques. Et donc, il faut changer le prisme en la matière. Et donc, il faut desserrer les taux, et largement au niveau des investissements. Ça permettra effectivement à nos communes, aux régions, à l'Europe aussi, et aux différents États membres d'investir massivement. Donc, il y a un relatif consensus pour desserrer les taux. Question, Monsieur Lambert, et puis je vous donnerai la parole, Paul Magnette. Jusqu'où laisse-t-on filer ces déficits budgétaires et quel garde-fou, à un certain moment, mettons en place? Alors, a-t-on besoin de règles de gouvernance budgétaire? Oui. Maintenant, encore faut-il que ces règles fassent sens. Celles qui sont dans le traité n'ont aucune base scientifique. Aucune. D'accord? Et les règles comptables, les 3%, les 60% n'ont aucune base scientifique et ça a été prouvé. Par ailleurs, les règles comptables qui obligent les pouvoirs publics à amortir en 1 an des investissements qui ont parfois une durée de vie de 50 ans, c'est un non-sens. N'importe quel gestionnaire financier vous dira ça. Bon. Alors, bien sûr, il faudrait changer les règles. Simplement changer les règles, c'est changer les traités. Changer les traités, ça prend des plombes. D'accord? Le GIEC nous dit on a 12 ans. Autrement dit, il y a le feu. Il y a le feu. C'est vos 12 ans, franchement. Oh, c'est juste des milliers de scientifiques qui disent ça, mais c'est pas Lambert. Lambert, il redit ce que des milliers de scientifiques disent. Il est urgent de prendre des mesures. On est d'accord, mais arrêtez. Vous voulez que je dise un mot? Donc c'est une remise en cause de l'urgence climatique, Monsieur Cassard. C'est 4 euros à la maison, Monsieur Cassard. Vous allez finir par le déprimer. Non, Monsieur Cassard, certains. Monsieur Cassard, juste une précision. Juste une précision, Monsieur Cassard. En vous entendant, certains vont vous prendre pour un climato-sceptique. Est-ce que c'est le cas ou pas? Absolument pas. Là n'est pas la question. Entre être climato-sceptique et dire qu'on a 12 ans, il y a une Et vous pensez qu'on a plus que 12 ans? Je dis, il est urgent de prendre des mesures. On a des compétences. Oui, allez, je vous laisse achever, excusez-moi. La fin du monde, j'en ai assez, à vrai dire. Changer le réel exige d'abord de le regarder tel qu'il est. Et en effet, le réel, c'est que sur le plan social, sur le plan environnemental, il y a le feu à la maison. Et quand il y a le feu à la maison, on n'est pas en train de réfléchir à faire les plans de la nouvelle véranda. On fait tout pour éteindre. Et donc on immunise tous les investissements en matière environnementale. Si Winston Churchill avait dû appliquer les règles budgétaires européennes, il aurait dit « Ah ben non, moi je ne fais pas la guerre contre le nazisme, on laisse tomber ». Eh bien non, on est dans un cas d'urgence. Et donc s'il faut rembourser nos dettes en 50 ans, eh bien on les remboursera en 50 ans. Je veux dire, le Royaume-Uni a fini de rembourser ses dettes de guerre, d'accord? Ses dettes de guerre, contractées en 1939 et 1945, il a fini de les rembourser en 2008. D'accord? Olivier Chastel, d'accord avec ça? On peut prendre 50 ans, le cas échéant, pour rembourser certains investissements. Il faut prendre, mais je l'ai dit dans mon intervention, pour nos investissements productifs et en lien avec le climat, on doit les sortir des règles budgétaires. Oui, mais avec le risque aussi, si je peux me permettre. On n'a pas encore entendu Paul Magnette, qui cette fois-ci c'est lui qui est resté très sage pendant tout ce débat. Investir comme les Espagnols l'ont fait pour construire 15 aéroports inutiles, c'est aussi investir. Mais immuniser, se dire que parce que c'est de l'investissement, c'est nécessairement bon, il y a des investissements qui sont mal dirigés. Allez, 3 secondes. On ne peut pas non plus reporter, je peux être d'accord, il faut regarder sur la durée des investissements, mais attention quand même. C'est reporter quelque part la dette sur les générations futures. Donc on doit être très attentif. C'est quoi? Bien sûr, d'accord, bien sûr, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus en la matière. Je peux rejoindre pour partie. Je peux rejoindre pour partie, parce que reporter sans cesse la dette sur les générations futures, ça aussi, les générations futures, elles n'ont pas envie d'avoir le poids de la dette sur leurs épaules. On doit être responsable en la matière, me semble-t-il. Paul Magnette, pour clôturer sur ce sujet-là. Le budget, c'est un instrument politique. Exactement. Et donc, il faut l'utiliser intelligemment d'un point de vue politique. L'erreur qu'a fait la Commission européenne, par exemple, dans la crise grecque, c'est qu'alors que la Grèce était déjà encore en grande difficulté, on les a obligés à couper dans les salaires, à licencier
dans la fonction publique, à réduire les pensions, à privatiser, et ça a aggravé la crise. Et ils ont fini par le reconnaître, mais des années après, quand c'était trop tard. Donc il faut en tirer les leçons, et il faut dire oui, on peut s'endetter de manière intelligente. Oui, il faut évidemment investir aujourd'hui dans les transports en commun, il faut investir dans l'isolation des bâtiments, etc. L'exemple du tram de Liège, c'est pour moi l'exemple le plus absurde. On veut faire un tram dans une grande ville de Wallonie pour permettre aux gens de se déplacer confortablement en transport en commun et utiliser moins la voiture. Et qui s'y est opposé? L'Europe. C'est quand même absurde, alors que l'Europe dit vouloir défendre la transition climatique, qu'elle s'impose à des investissements comme ça. Donc il faut utiliser le déficit et la dette de manière intelligente. Alors on va terminer cette émission, si vous le voulez bien, en parlant agriculture et politique agricole commune. Nos confrères de TV Lux ont été demandés à des agriculteurs ce qu'ils pensaient. Quelles réformes faut-il faire? Écoutez la réponse. Je pense qu'il faudrait plus de possibilités pour des toutes petites fermes de s'installer, pour leur permettre la possibilité de commencer et de grandir doucement, sans s'endetter. Parce que ça fait 20 ans, on a toujours le même prix. On a toujours les mêmes prix, que ce soit le lait, que ce soit la viande, que ce soit les céréales. On est au même prix que il y a 20 ans. Mais nos frais ont augmenté de 40 ou 50 ou peut-être à 60%. Donc, et on nous diminue encore les primes. Alors les primes sont là pour ajuster les prix, mais ils ne les ajustent plus du tout. Donc voilà où il faudrait changer, je crois. Il y a des gens qui sont noyés ou complètement menottés dans un circuit qui veulent bien changer eux-mêmes. À tous les niveaux, c'est pas grand ou petit, pour moi c'est pareil. Mais une aide aux transitions, ce serait quand même indispensable qu'on va proposer à tous les candidats. La porte est ouverte. Voilà, donc une aide à la transition, pourquoi pas. Alors, Monsieur Chastel, est-ce qu'il faut subordonner les aides européennes? On a beaucoup parlé d'environnement, à une transition vers une agriculture plus respectueuse de cet environnement. Alors moi, je ne suis pas très inquiet sur ce qui se passe en Wallonie en la matière. Je pense qu'on est en pleine révision de la politique agricole commune pour les prochaines années. Il faut falloir, en tout cas, pour ce qui concerne l'agriculture wallonne, être très attentif. Il faut que l'Europe arrête de subventionner les usines agricoles, parce que je pense que là, il y a beaucoup de moyens financiers qui sont dispersés dans ce type d'agriculture qui ne correspond pas ni à ce que notre population souhaite, ni à ce qui se passe en Wallonie. Parce que moi, je fais confiance à nos agriculteurs. Je fais confiance à nos agriculteurs sur la qualité de leurs produits, sur les aspects phytosanitaires, mais aussi sur la manière avec laquelle ils tiennent compte de l'environnement. Et donc je pense que ce qu'il faut défendre dans les prochaines perspectives pluriannuelles budgétaires de l'Union européenne et de la politique agricole commune, c'est notre modèle qu'il faut soutenir. Il faut absolument voir tout ce qu'on peut faire pour les revenus des agriculteurs, la manière avec laquelle ils tiennent en considération les aspects environnementaux, bien sûr, mais en lien avec une production locale, familiale. Je pense que c'est ça qu'il faut surtout mettre en avant dans les mesures. Mais local, familial, ça ne veut pas dire respectueux de l'environnement. Eh bien, souvent, vu le bon sens qui caractérise notre type d'agriculture et nos agriculteurs, on a tous visité, on est tous en lien avec des agriculteurs, eh bien vous seriez étonnés, vous devriez quitter Bruxelles et vous devriez aller de temps en temps dans une ferme, vous verriez combien ils sont soucieux de ces éléments-là, parce que ce sont des petites structures familiales, et pour eux c'est aussi important, c'est l'avenir de leur outil de travail, c'est l'avenir de leurs enfants. Alors, est-ce que vous êtes aussi optimiste que M. Chastel par rapport à ça? Ou alors, à un moment donné, il faut prendre des décisions fermes pour aller vers cette transition écologique au niveau agricole? La chance de l'agriculture en Wallonie, si on la compare au reste du pays d'abord, mais aussi au reste de l'Europe, c'est qu'elle est effectivement de grande qualité sur des aspects à la fois environnementaux par rapport au respect donc, de différentes normes sanitaires et autres. Donc c'est une chance. Pourquoi? Parce qu'elle est liée au sol. Elle l'est pas, il n'y a pas des grandes usines à poulet ou à porc, on peut le voir ailleurs en Europe et même au nord du pays. Donc c'est une chance. Pourquoi? On doit se battre demain, effectivement, et ce sera le premier combat, et ce sera mon premier combat si jamais je suis élu, c'est de se battre au niveau de l'agriculture et de la commission agricole pour d'une part réussir cette transition, rester dans les budgets européens, c'est un tiers du budget, il faut garder les budgets, puisque dans l'agriculture, la politique agricole commune, il y a aussi tout le développement rural. C'est 40% des Wallons qui vivent en milieu rural, il faudra les défendre pour qu'il y ait encore demain des services, des investissements, pour répondre aux besoins, parce que c'est un enjeu à la fois de respect de chaque citoyen, où qu'il se trouve en Europe, pour avoir les mêmes services, mais c'est un enjeu aussi, tout simplement, démocratique. Alors, pour répondre encore plus précisément à votre question, sur l'aspect des différentes normes, nous avons donc cette chance-là, on doit défendre ces critères-là et amener de façon progressive le changement au niveau agricole
vers une agriculture encore plus respectueuse de l'environnement, mais c'est le cas chez nous. Donc on doit pouvoir avoir cette transition par des aides, et par ailleurs, des aides plafonnées. Et moi, je plaide pour des aides à l'agriculteur et plus des aides à l'hectare, parce que sinon, on aide les gros propriétaires, on n'aide pas l'agriculteur en tant que tel, et ça, je le défendrai également. Philippe Limbert, est-ce que vous êtes aussi optimiste que... Alors, je me réjouis d'entendre, c'est pas le premier débat qu'on fait, je me réjouis d'entendre les collègues. Oui, mais donc je questionne pas la sincérité. Non, toujours. Je veux été ministre de l'Agriculture pendant 7 ans. Je l'ai défendu. Monsieur Cassard, est-ce que chaque fois que je parle, vous confondez votre nom avec le mien? Je ne sais pas, mais donc je veux simplement dire que je me réjouis des positions qui sont prises par les uns et les autres ici. Je pense qu'autour de la table, il y a un assez grand accord. Sauf que aujourd'hui, dans le groupe PPE, dans le groupe socialiste, dans le groupe libéral, la dominante, et je le sais parce que la réforme de la politique agricole commune est en cours de discussion et donc on a laissé un travail inachevé à la fin de la législature, eh bien ça va, oui, encore heureux, mais donc ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Autrement dit, le lobby de l'agro-business reste aujourd'hui dominant dans la détermination des priorités de la politique agricole commune. Et donc, en effet, si on pouvait avoir, je veux dire, comment je dirais, Benoît Lugène était représentatif du PPE, Paul Magnette, enfin je suppose qu'il va dire quelque chose de ce genre-là. Je pense que oui, tout à fait. Tout à fait, mais tout à fait. Sauf qu'il rame à contre-courant dans son groupe. Mais oui, et ça voilà. C'est courageux, vous savez. Je ne discute pas de ça, mais en tout cas, je dis simplement qu'il va falloir ramer très fort à contre-courant de cet agro-business qui reste aujourd'hui dominant. Et c'est un enjeu majeur. Et j'insiste sur le fait que même si on faisait une politique agricole commune qui va vraiment dans le sens de la transition, de nouveau, il faudra, vis-à-vis du commerce international, mettre ce qu'on appelle pudiquement des barrières à l'entrée, c'est-à-dire imposer nos normes aux produits agricoles extérieurs qui rentrent dans l'Union européenne, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, Monsieur Cassard, je vous sens trépigner d'impatience pour prendre la parole sur ce sujet. Donc, vous comprenez bien que je trépigne d'impatience. Mais au niveau temps de parole, essayez d'être court. Je suis agriculteur et je peux vous dire, on parle de beaucoup de choses. Durabilité. La durabilité de l'agriculture, ça repose sur 3 choses. L'économique, le social, l'environnemental. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, le social, on est dans le chaos. Donc, c'est très bien. Non, mais la moyenne d'âge des agriculteurs... Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que les gens comprennent? On réinvestit. Parce qu'aujourd'hui, les budgets... T'es d'accord ou quoi? Je suis tout à fait d'accord pour plafonner les aides. Maintenant, quand on parle... plafonner, c'est pas la même chose. Lier plus Parce que les je l'ai budgets... défendu, parfois tu l'as contesté. Donc Je n'ai jamais contesté ça. Ça, c'est de la démagogie. Je n'ai jamais contesté ça. À l'époque, ce que je dis aussi, c'est que... Attends, il y a 90% des agriculteurs qui ont disparu venez-en, en fait, en Monsieur 60 Cassard. ans. Et sur vos propositions. Il y a au moins 55 ans que le Sur vos propositions, venez-en, en fait. Il faut arrêter de faire le malin avec l'agriculture. Sur 60. Oui, mais enfin, ça revient au même. C'est une catastrophe. Et aujourd'hui, les agriculteurs qui sont survivants, ils sont au bord du trou. Donc, on doit absolument changer de manière générale. Mais alors, pour concrètement, il faut bien faire la distinction. Il ne faut pas non plus, comme les écolos le souhaitent, retourner dans l'agriculture des grands-parents. Qui dit ça? Qui dit ça? Donnez-moi un exemple de ce que j'ai dit. Votre temps de parole, vous allez exploser votre temps de parole, Monsieur Cassard, donc allez-y. Réaliste. Mais non, monsieur m'empêche de parler. Il faut être réaliste par rapport à ça. Il faut prendre des mesures qui considèrent que l'agriculture est une économie à part entière, qu'il doit y avoir derrière cela des marges bénéficiaires. Il faut prendre des mesures par rapport, comme on l'a dit, et ça je rejoins, des protections aux frontières pour que les produits qui arrivent, ça c'est juste. Et aujourd'hui, il faut reconstituer au niveau européen des perspectives sur le long terme plutôt que d'ajuster la politique agricole tous les 3 ans. Alors, les agriculteurs doivent investir sur 30 ans. C'était votre conclusion. Aujourd'hui, l'alimentation, si vous permettez, parce que sinon les autres ne vont pas pouvoir respecter le temps de parole et l'équité du temps de parole. L'agriculture n'est pas... Mais non, attendez, l'agriculture ne concerne pas uniquement 10 millions de producteurs, elle concerne 500 millions de consommateurs. La sécurité alimentaire, on entendait dans le micro-trottoir qu'on a réalisé, un agriculteur dit les prix stagnent alors que les charges augmentent et on a une diminution des primes. On fait quoi pour ça, Paul Magnette? Et puis je donnerai la parole à M. Botenga. Tout le drame, il est là. Le modèle de la politique agricole européenne aujourd'hui, il sert essentiellement la grande agriculture industrielle, l'industrie agroalimentaire et les producteurs d'herbicides, de pesticides comme Monsanto,
par exemple, aujourd'hui. Et donc, notre agriculture, qui est une agriculture essentiellement familiale et qui rend des services à l'environnement, parce que ce sont les agriculteurs qui entretiennent l'environnement, eh bien, si je peux parler, monsieur Cassa, eh bien, oui, mais donc il faut changer radicalement la manière dont on utilise les subsides, ça c'est en rémunérant correctement les agriculteurs, non seulement pour ce qu'ils produisent, mais aussi pour les services qu'ils rendent à la collectivité et à l'environnement. 2, il faut évidemment imposer des barrières aux frontières. On est dans un système absurde. On achète du lait à extrêmement bas prix, dont on extrait la matière grasse qu'on va transformer en beurre pour le vendre en Chine. On envoie du lait en poudre en Afrique et on va chercher de l'huile de palme au Brésil ou en Indonésie. Et ça, c'est complètement absurde et ça tue notre agriculture. Et 3, et j'y insiste, les conditions aussi. Nous avons une agriculture en Wallonie où il y a un vrai respect pour les animaux. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et ça n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. On ne peut pas accepter qu'on ait des animaux qui soient élevés, entretenus ou transportés dans des conditions inacceptables. Une question d'avoir un peu quelques propositions aussi concrètes de notre part. Il y a certaines choses avec lesquelles on est d'accord. L'exception agricole dans les traités commerciaux, qui notamment pose problème pour le Mercosur, donc avec l'Argentine. Ça, c'est très concret. Il faut augmenter les salaires, parce que nous savons qu'au niveau européen, le salaire, donc le revenu agricole est jusqu'à 40% plus bas que le revenu moyen. Et on voit que si les prix pour le consommateur augmentent, les salaires, le revenu agricole n'augmentent pas de la même façon. Donc il y a une part toujours plus grande qui va vers la distribution ou les industries de la transformation. Et donc là, on dit on peut faire un effort pour que les producteurs reçoivent davantage justement de leur production. C'est une deuxième mesure. Et une troisième mesure, on avait à l'époque, jusque dans les années 90, au niveau européen, des quotas laitiers. On avait des quotas laitiers qui ont été jetés à la poubelle dans le cadre de la libéralisation et qui ont fait beaucoup de mal. Et effectivement, et donc je pense que ça c'est quelque chose qui existait, qui fonctionnait. Et donc pourquoi ne pas revenir à ça? La seule formation politique qui s'est opposée à la suppression des quotas laitiers, la seule formation politique qui a... Le débat, le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, mais le débat continuera juste après le générique. Merci en tout cas à vous 6 d'y avoir assisté. On se retrouve demain pour un nouveau débat. Très bonne soirée à tous. Merci.